Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit plutôt d'un espace dans lequel j'ai envie de te partager des idées, de la théorie, des outils, des techniques, des astuces pour que toi, tu puisses être mieux dans ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode au milieu de l'été. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là, merci de m'écouter. Merci de nous donner de ton temps qui est si précieux. Et j'espère que tu vas bien, que tu sois en bonne santé et que tu arrives à ralentir pendant cet été. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de revenir un peu sur les fondations, sur ce qui est vraiment essentiel pour être bien dans sa vie. En tout cas, sur un outil qui peut vraiment t'aider à aller mieux. Et si ça se trouve, si tu écoutes ce podcast, tu es déjà experte en termes de méditation et en même temps, il y a tellement de personnes qui me disent souvent « Ah, je n'arrive pas à méditer » ou « Ça marche bien avec vous, mais ça marche pas quand je médite toute seule, ça ne fonctionne pas, méditer c'est quoi ?» Et comme le terme méditer c'est un peu complexe et que j'ai l'impression qu'il y a tellement de malentendus autour de la méditation, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je fasse un épisode sur 3 choses qui peuvent nous bloquer pour, entre guillemets, méditer. Donc si toi tu t'es déjà demandé qu'est-ce que c'est cette fameuse méditation, si tu as déjà commencé à méditer mais tu te rends compte que y a des choses qui coincent, eh bien cet épisode peut être intéressant pour toi. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien commencer avec une question de définition parce que le terme méditation est utilisé de plein de façons différentes. Donc, je ne voudrais pas heurter qui que ce soit. Et c'est vrai, je l'utilise d'une façon qui ne correspond pas à ma définition de la méditation. Dans beaucoup de grandes voies de spiritualité, comme par exemple le yoga, la méditation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon active. Mais c'est plutôt un espace ou un état qui arrive ou qui me prend après avoir fait certaines techniques. Bon, là, je vais vous parler du yoga parce que c'est de là d'où je viens, le yoga très traditionnel. En fait, dans le yoga traditionnel, on travaille avec le souffle, beaucoup, on fait du pranayama, des techniques de souffle, et ensuite on va aller dans de la concentration. Donc on focalise son attention sur un point, et à un moment donné, quand je suis vraiment très concentrée, tout s'arrête. Le souffle s'arrête, les pensées s'arrêtent, et j'arrive dans un espace où je suis. C'est pas quelque chose que je peux vraiment provoquer, ni contrôler, soit ça arrive pas. Comme ça peut, ou moi je peux rester dans cet état plusieurs minutes, probablement il y a des personnes qui peuvent y rester encore plus longtemps, mais officiellement le terme méditation, c'est ce truc qui me prend et où juste je suis. Alors que dans notre culture, le terme méditation est utilisé de façon très différente et même moi, j'avoue, je dis souvent méditation pour quelque chose qui pour moi est plutôt une concentration, une focalisation de l'attention. Donc en gros, j'utilise pour moi un terme qui est faux pour être mieux comprise par la plupart des personnes.
Alors du coup, j'espère que ça t'a pas embrouillé encore plus, mais ce sur quoi je vais me concentrer en général dans mon podcast quand je parle méditation, ce sont des concentrations. Ce sont des techniques pour apprendre à focaliser ton attention et à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans ton esprit, par exemple. Petite parenthèse au début. Voilà, et maintenant, pourquoi? Alors, pourquoi il est intéressant de se mettre à méditer ou justement à focaliser son attention? Pour moi, la plus grande raison, c'est parce que la méditation, elle m'apprend à prendre du recul, à ne plus être aspiré dans tout ce qui se passe dans le monde et dans tout ce qui se passe dans mon mental. En fait, mon mental, il ne peut pas rester tranquille. Il y a une image du mental qui le représente comme un singe qui saute tout le temps d'une branche dans un arbre à une autre branche, à un autre arbre. Et après, c'est vrai, il y a des singes qui peuvent rester tranquilles, mais le mental, il ne peut pas rester tranquille. Et en plus, le mental, il est souvent attiré par tout ce qui est sensationnel. Et tout ce qui est sensationnel, c'est souvent les grandes horreurs. Et c'est probablement une des raisons pourquoi les news fonctionnent comment elles fonctionnent, qu'avec des grandes horreurs et des images d'horreur. Et parce que nous, l'être humain, on est attiré par ça. Ce qui est peut-être un peu logique aussi parce que tout ce qui est négatif et tout ce qui est dramatique, c'était très important pour nous à l'époque quand on vivait dans les grottes, d'en être conscient pour la survie, pour pouvoir l'éviter. Sauf que maintenant, on ne vit plus dans les grottes et notre mental fonctionne toujours de la même façon. Et le truc, c'est que quand j'ai un mental qui est tout le temps attiré par toutes les sensations, tout ce qui est sensationnel et toutes les horreurs de partout, et qui est en train de ressasser des trucs terribles, et puis moi je suis vraiment au milieu de tout ça, je ne sais pas trop comment je peux aller bien là-dedans. Parce que ça, j'en ai parlé souvent, mais tout ce qui se passe dans mon mental, ça agit sur mes sensations physiques, sur mes émotions, et du coup ça fait un grand tourbillon, et je me retrouve au milieu. Et du coup, des techniques de concentration, de méditation m'aident à m'extraire de tout ça, à ne plus être une marionnette ou un jouet ou quelque chose qui est tremballé par des choses à l'extérieur, mais de trouver une stabilité, un peu de distance, d'apprendre à observer ce qui se passe. Et ça, c'est tellement précieux. Parce qu'en ayant un peu de distance par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, eh bien, je peux retrouver une connexion à moi-même. Me connecter à ce qui est vraiment important pour moi, à qui je suis. Et justement, qui je suis, c'est pas ce brouhaha là qui se passe, mais comment dire, la personne qui je suis, ou si même on enlève le mot personne, qui je suis, c'est bien plus large. Et là, on arrive à cette image de ciel ou d'océan. Le vrai moi, le vrai toi, c'est comme le ciel qui peut comporter des nuages et des orages des fois, mais qui peut accueillir ça sans être touché par. Ou cette image d'océan. L'océan, il est vaste, il est immense, et sur la surface, il y a des vagues, des petites, des grandes, avec des tornades, il y a des énormes vagues, et ça ne touche pas l'essence de l'océan, qui est tellement plus profond, stable, puissant. J'espère que ça te donne une toute petite idée de l'intérêt de la méditation. En gros, les techniques de méditation de concentration sont des outils qui nous apprennent à prendre une position d'observateur, à mettre de la distance entre ce que je suis en train de vivre
et moi, et de moins subir, apprendre à prendre le contrôle aussi, en quelque sorte, de ma vérité, de ce que je vis, de ce que je ressens, et du coup, de comment je construis ma vie aussi, de où je veux aller, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Et maintenant, comment on fait alors pour méditer? Donc, méditer, se concentrer, focaliser son attention, il y a plein de façons différentes de faire ça. On peut avoir cette image du moine qui est assis en tailleur ou en lotus et qui ne bouge pas pendant 12 heures ou 20 heures d'affilée et qui est tout calme. Ça, c'est une forme de concentration, de méditation, mais au final, les anglophones, Jon Kabat-Zinn à l'époque, il a mis en place un mot, mindfulness, et en français, il y a la grande discussion entre est-ce que ça veut dire pleine conscience ou est-ce que ça veut dire pleine présence. En tout cas, dans la définition de cette mindfulness, de cette présence, conscience, de cette position d'observateur, il y a le fait qu'on s'y met avec intention. C'est pas quelque chose que je fais par hasard, mais je pose une intention. Genre, je médite exprès. Et puis, je me focalise sur ce qui se passe dans le moment présent. Donc, ni je médite dans le passé, hier, ni je médite dans le futur, demain. Et quelque chose que je dis souvent, ce qui m'aide à être dans le moment présent, c'est tout ce qui se passe dans mon corps, notamment la respiration. Christian Tikhomirov, il dit souvent, il est impossible de respirer demain ou hier, la respiration m'amène toujours dans le moment présent. Et ensuite, le troisième élément important, c'est sans jugement. Et je crois que ça, c'est une grande clé et un gros truc où ça coince souvent. Parce que notre mental, il est sans arrêt dans le jugement. Et quand vous commencez à méditer ou à vous concentrer, à prendre du recul, à vous observer, justement, vous allez observer et vous rendre compte. Et c'est fascinant d'ailleurs, le moment où on se rend compte que, waouh, mon mental, quelle machine c'est constamment en train de juger, de mettre des étiquettes, de mettre dans des cases, de mettre des mots, de commenter. Notre mental, il ne s'arrête pas. Et Jack Canfield, il a une très belle image pour ça. Il dit que notre mental, il est comme une machine à pâtes. Vous voyez une machine où devant sortent les pâtes sans arrêt, ça s'arrête jamais. Il y a tout le temps des pâtes qui continuent. Et mon collègue qui s'est mis à la méditation en pleine conscience il y a quelques mois, il est sorti d'une retraite là, il y a quelques semaines, et il m'a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est impressionnant quand on se rend compte de la machine qu'on a dans la tête qui est constamment en activité, jour et nuit, tout le temps en fait, sauf que en général on n'en a pas conscience. Bref, tout ça pour dire, les 3 ingrédients officiels de la pleine conscience, c'est on purpose, donc je pose une intention, je pose mon attention exprès. Le deuxième ingrédient, c'est le moment présent. Et le troisième ingrédient, c'est le non-jugement. Voilà, donc ça vous donne un tout petit peu le cadre dans lequel on va naviguer maintenant, parce que maintenant je vais vous parler de ces 3 blocages que j'observe souvent et qui peuvent nous bloquer pour aller dans quelque chose qui est nourrissant et qui te fait du bien, tout simplement. Alors, le premier blocage, ce sont les attentes, comme souvent. Il y a ce malentendu souvent que quand je me mets à méditer, il faut que ça me fasse du bien, il faut qu'après je sois détendue, que j'atteigne l'éveil peut-être, ou que j'apprenne des choses sur moi, peut-être que je me sens plus stable après ou pendant,
que je crée de l'espace et du coup, j'ai plein d'intuitions et d'idées et de créativité qui émergent ou je sais pas quoi comme d'autres attentes. Il y a plein d'attentes qu'on peut avoir parce que oui, c'est vrai, quand on a une pratique régulière, tout ça, ce sont des choses qui arrivent naturellement ou pas d'ailleurs. Le truc, c'est que si j'y vais avec une attente, il y a quelque chose déjà qui se crispe et ça peut m'empêcher de rentrer dans la pratique. Parce qu'au final, méditation, concentration, peu importe, pleine conscience, c'est tout d'abord une pratique. C'est pas quelque chose que je fais pour avoir un résultat. C'est plutôt quelque chose pour que je m'entraîne, pour laisser des empreintes et pour justement être juste avec ce qui est. L'apprentissage, c'est ça, c'est d'être en recul et de pouvoir être avec ce qui est. Du coup, la méditation, ça m'aide aussi. Si tu as écouté mon podcast depuis un moment, il y a un épisode sur la fenêtre de tolérance. Méditer, la pratique, m'aide à augmenter ma fenêtre de tolérance. La pratique m'aide à avoir plus de tolérance par rapport à toutes les choses désagréables que je peux sentir, penser, etc. et juste être sans que ça m'influence, sans que ça m'initie tout de suite à faire. Donc c'est vrai, si je m'assois pour méditer en me disant après je vais être super détendue et après je suis peut-être pas du tout super détendue, je risque de me dire ou ça a pas marché, ou je fais des trucs faux, etc. Et Christopher Germer, avec l'autocompassion, il dit souvent, justement, on met de la compassion à cet endroit, pas pour enlever la douleur, mais justement parce qu'il y a cette douleur. Je sais pas si tu vois la différence. Quand il y a un enfant qui s'est blessé et je vais rejoindre l'enfant, je ne peux pas enlever la douleur puisque l'enfant s'est blessé. Et en même temps, je peux être avec cet enfant et avec cette douleur. C'est un peu cette même philosophie derrière, moi je trouve. Je ne vais pas méditer pour enlever un mal-être, je vais méditer pour apprendre à être avec. Voilà, donc le premier obstacle, c'est souvent le fait d'avoir des attentes. Deuxième empêchement, deuxième obstacle, c'est le juge. Le juge à l'intérieur. Donc ça fait partie des ingrédients pour la pleine conscience. Quand on n'a pas encore pris le petit pli à justement se mettre dans l'observateur, dans cette position d'observer, ce qui se passe, c'est qu'on fonctionne comme d'habitude. Et d'habitude, je suis prise par mon mental, par mes pensées, par tout ce qui se passe dedans. Et il peut y avoir une partie en moi, enfin, elle est là de toute façon, qui commande tout et qui juge tout. Et qui va être là en disant, oui, non, mais là, c'est pas bien. Là, il faudrait que tu sois plus détendu. Ah non, là, attends voir. Celui-là, il a raconté que quand on médite, il faut qu'il se passe ceci et cela. Et chez toi, c'est pas ça. Et regarde, tu fais pas bien ça. Et bon, on est nombreux à avoir un juge très très prominent dans notre espace intérieur, dans notre mental. Et l'art, c'est justement d'apprendre à ne plus l'écouter, ni à le bannir d'ailleurs, parce qu'il fait partie de nous et c'est très bien, et d'ailleurs il a certainement des bonnes raisons d'être là, et en même temps, j'apprends à ne plus être soumis à ce juge, mais à prendre du recul et à un moment donné de commencer à le voir arriver. Et ce qui peut aider pour ça, il y a plein de petites techniques comme ça, mais de le personnifier et de lui donner peut-être un visage ou un nom
Et à chaque fois que vous le voyez arriver avec son oh là 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 là, avec l'index levé là, au lieu de vous recroqueviller et de vous sentir mal, parce que vous lui donnez raison en fait, de lui parler, de lui dire ah tiens, je te vois, bienvenue, et progressivement d'amener ça dans votre pratique de méditation. Au lieu de subir ces paroles-là, tu ne fais pas bien, commencez à voir ça avec de la distance et du coup pouvoir être avec, tout simplement. Donc le deuxième blocage, c'est ce juge qui des fois est tellement présent qu'on se rend pas compte qu'on est complètement sous l'emprise et que justement la pratique c'est ça, de prendre conscience, prendre du recul, pouvoir le laisser là, et être libéré de ce juge, au moins par petits instants. Et le troisième obstacle, ça c'est un grand truc que je vois souvent et que j'ai vécu moi-même, c'est le manque d'amour, le manque de compassion. Et des fois, je peux avoir cette sensation que la pleine conscience pure, alors vraiment, elle a sa place, elle est extraordinaire. Il y a plein d'études qui ont montré que la pratique de la pleine conscience fonctionne aussi bien que les antidépresseurs, peuvent guérir des états dépressifs et plein d'autres maladies. Donc la pleine conscience, entendez bien ce que je dis, elle est vraiment, c'est super. Je souscris complètement. Sauf que des fois, je trouve qu'il peut y manquer l'amour et la compassion, parce que dans la pleine conscience pure, c'est pas quelque chose, en tout cas, que moi j'ai entendu particulièrement dans l'enseignement, et ça peut marcher très très bien pour la plupart des personnes, et en même temps, pour certaines personnes qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, on peut rentrer dans quelque chose un peu métallique, comme un disque rayé. Donc là, c'est pas très scientifique ce que je vous décris, c'est plutôt quelque chose que j'ai expérimenté et que je vois chez des personnes qui sont très perfectionnistes, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui s'appliquent vraiment bien, qui appliquent toutes les règles, qui se mettent bien dans tout ce qu'il faut entre guillemets faire pour bien méditer, et en même temps, il y a quelque chose qui se durcit au fur et à mesure. Et la sensation, ça peut être quelque chose de stérile, où au lieu d'aller vers ce vaste, immense amour que tu es au final, on a l'impression que dans cette pratique de méditation, il y a quelque chose qui se rétrécit, quelque chose qui devient de plus en plus petit et surtout qui n'est pas du tout nourrissant. Alors, je dis des choses et tout son contraire, on est d'accord, hein? Parce que en même temps, je dis, on n'a pas, ou c'est important de ne pas avoir d'attente dans une pratique, et en même temps, bien sûr qu'au fond, au final, c'est une pratique qui est censée nous nourrir, nous fait du bien. Et si toi, tu médites régulièrement et tu as l'impression que, au lieu de te sentir mieux, là je parle pas d'une séance, je parle sur la durée, il y a quelque chose qui se raidit et quelque chose qui tourne en boucle, eh bien, ce qui peut aider, c'est amener de la compassion et de l'amour. Il y a plein de façons différentes de le faire, et dans tous les cas, quand tu as l'impression que la méditation, ça ne fonctionne pas, entre guillemets, ou sur la durée, tu as l'impression que vraiment ça te fait pas du bien, ou tu restes frustré, ou tu te sens de moins en moins bien, mon conseil, c'est toujours de se faire accompagner. Parce que amener de l'amour, ça peut fonctionner quand tu as l'habitude. Ça peut être par exemple une main sur le cœur, un sourire, des mots,
des mots de compassion. Et en même temps, si on n'a pas l'habitude, si on n'a pas appris cet amour dans notre éducation et ou quand on a vécu des traumatismes, c'est souvent pas si simple que ça. Donc, troisième blocage, le fait que la pratique reste très pure, stérile, c'est un peu négatif comme mot, mais qu'il y a un manque de compassion, un manque d'amour. Voilà pour les 3 blocages. Et peut-être 2-3 choses que j'ai envie de partager en plus, c'est que les méditations, ces formes de méditation, de concentration, il y en a 36 000. On n'est pas obligé de s'asseoir sur un tapis de yoga. On peut être présent en pleine conscience en faisant la planche à voile, en faisant la cuisine, en marchant dans la rue. Moi, perso, je trouve que c'est intéressant d'avoir une pratique dédiée quotidienne où je m'assois quelque part, je suis tranquille et je prends un certain temps tout simplement parce que ça m'entraîne d'être dans cet espace vraiment dédié et ça me facilite d'être en pleine conscience dans le quotidien. Mais après, c'est pas nécessaire d'avoir une posture. On n'est pas obligé d'être assis en lotus pendant 4 heures, par exemple. Et d'ailleurs, il est plutôt important si tu veux pratiquer et vraiment te concentrer sur ce qui est pleine conscience, par exemple, il est important de ne pas avoir des douleurs. Parce que si j'ai mal dans mon corps tout le temps, ça va être impossible pour moi de me concentrer sur autre chose. Les douleurs vont toujours prendre le dessus. Et puis le grand truc, ça c'est peut-être important encore, c'est en général, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, sauf quand on est dans cet état méditatif dont je parlais au début qui nous prend, sinon c'est tout le temps je reviens. Je me rends compte que je suis totalement ailleurs avec mes pensées et avec un sourire et avec bienveillance, je ramène ma conscience là où j'ai décidé de la mettre, par exemple dans ma respiration. Donc c'est un éternel aller et venir. Ça peut être un malentendu aussi, qu'on peut se dire, mais faut que je sois présente tout le temps. Et non, comme notre esprit c'est un singe, tout le temps on le ramène avec un sourire. Et en disant ça, vous avez bien compris, cette forme de méditation, en tout cas, c'est pas l'élimination de toute pensée. De toute façon, c'est impossible. Je ne peux pas éliminer de pensée. C'est plutôt apprendre à être avec, à prendre la distance, à les voir, à surfer sur des vagues. Ouais, être en interaction et ne plus subir mes pensées. Bon, je me rends compte que je pourrais parler encore pendant des heures et des heures de cette pratique que je trouve tellement au centre de tout. Et donc je vais m'arrêter là. Et peut-être un truc, mais ça vaut le coup que je fasse peut-être 1, 2, 3 épisodes dessus, c'est la méditation. Elle peut aussi amener à être retraumatisé et on peut dissocier dans des méditations sans se rendre compte. Et du coup, de nouveau, si tu vois qu'il y a des trucs qui te semblent bizarres ou tu te sens pas bien, va te chercher quelqu'un qui t'accompagne. De toute façon, moi je pars du principe, c'est toujours bien d'être accompagné quand on apprend quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est. Bien sûr, je peux apprendre la planche à voile toute seule, du ski toute seule, méditer toute seule. Le truc, c'est que le risque, il est tellement grand que il y a un tout petit truc que je fais pas de la meilleure façon, sans dire pas bien, et que ça s'incruste et du coup ça prend beaucoup plus de temps après pour rectifier, alors que quand tu es avec quelqu'un qui est avec toi, qui a lui ou elle-même une grande pratique, elle va être beaucoup plus sensible à ce qui se passe en toi pour pouvoir tout de suite mettre un peu des corrections et te guider comme tu l'as bien mérité.
bienvenue après cet épisode. Merci d'avoir été là. Merci de vouloir prendre du temps et de ton énergie pour prendre du recul avec tout ce qui se passe dans le monde et avec tout ce qui se passe du coup dans nos têtes aussi. Parce que si chaque personne sur cette planète faisait un tout petit bout de ce chemin, eh bien il y aurait bien moins de guerre. Mais ça aussi, ça fait partie. Et ça a le droit d'être là. Si cet épisode t'a fait du bien, si tu as peut-être appris des choses, et si tu connais des personnes à qui ça pourrait faire du bien, merci de le partager. Si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux toujours laisser des commentaires. J'essaye vraiment de tous les lire et de répondre, même si c'est pas le jour même. Tu peux aussi m'écrire si tu es pas d'accord avec quelque chose ou si tu as des questions. Tu peux m'écrire sur Instagram par exemple ou répondre à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort une fois par mois. Et cette année, je partage justement des personnes qui m'ont influencé, des personnes qui influencent grandement mon travail. Et ma particularité, je me rends compte de plus en plus, c'est que je suis allée chercher toutes mes influences, enfin les grandes influences en tout cas à l'étranger, comme de toute façon je suis allemande. Et il y a plein de personnages qui commencent à peine à arriver en France. Et bien sûr en France il y a des grandes richesses, et à l'étranger aussi il y a des grandes richesses. Et j'ai envie de partager un peu ce qui existe dans d'autres horizons ici en France. Et puis le podcast, il peut être mieux trouvé si tu laisses des 5 étoiles, un pouce vers le haut sur YouTube. Et puis maintenant, je te souhaite d'aller bien, je te souhaite un très bel été, une belle pratique si c'est le bon moment pour toi, pour commencer une pratique ou pour peut-être l'intensifier. Et je t'envoie plein d'amour, plein de compassion et je te dis à bientôt.